Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite intro matinale chez moi avec le chant des coqs. C'est suite aux journées portes ouvertes qu'il y avait chez Efilink, où on a déjà présenté les enceintes Esprit Amelia Michel Jonas. Donc Efilink nous a réservé encore une belle surprise avec la présentation de deux nouveaux produits de Macintosh. Donc un tout intégré, le MSA 5500 qui fait ampli, préampli, streamer et DAC. Et le Macintosh DS200 qui lui est un streamer DAC préampli. Voilà, je vous laisse avec Lionel Palol qui va vous parler un peu de l'histoire de Macintosh au début de cette vidéo et par la suite va présenter ces deux nouveaux produits. Je vous laisse avec lui comme si vous y étiez. Bonne visite. Merci d'être venu pour la salle Macintosh en l'espèce avec des nouveautés qui vont vous être présentées. Et puis Macintosh Fine Sound Group là, nous a fait le plaisir de nous faire une avant-première sur leur nouveau streamer DAC qu'on attendait depuis des lustres parce que ouais, on en parle, mais là c'est vrai, il a tout inside, toutes les compatibilités inside. Lionel vous en parlera. Et puis le MSA 5005 de chez Mac qui est cette fois un tout en un et qui est assez intéressant. C'est ce que vous écoutiez tout de suite là. C'est ce qu'on écoutait tout de suite. Voilà. Donc, donc là j'ai deux intervenants de Fine Sound Group qui sont Jean-Christophe, un vieux de la vieille qui sait tout sur tout. Ça c'est fait. Et Lionel Paol qui est le référent technique France et qui vous pouvez poser toutes les questions sur Macintosh, l'histoire, etc. Et donc j'introduis donc la séquence parce qu'il va vous parler d'un historique qu'il a essayé de compresser sur 20 minutes. Avec les questions, on arrivera à 30 minutes parce qu'après, on fait des rotations de salle, etc. On ne peut pas lui demander de parler pendant 2 heures, même s'il le saurait. Voilà, donc n'hésitez pas à lui poser des questions et merci encore de votre passion et d'être venu. Merci Patrice. Donc encore une fois, merci d'être là. Je vais essayer de faire court. C'est pas ma spécialité. En général, je parle plutôt beaucoup. Évidemment, c'est extrêmement compressé, comme l'a dit Patrice, parce que je pourrais en parler pendant des heures et c'est pas une blague. Donc la première chose, donc encore une fois, bienvenue. La première étape, je vais vous parler donc des fondateurs de Macintosh et de l'histoire de Macintosh. Encore une fois, très rapidement, très compressé. Donc ça a été fondé par deux copains de régiment qui étaient dans les transmissions pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils ont été libérés, j'ai envie de dire qu'ils avaient un travail tout trouvé puisque c'était des concepteurs de stations radio et télévision. Donc si vous resituez ça dans l'Amérique de l'après-guerre, le boulot pour eux était complètement assuré. Mais en fait, ils avaient un énorme défaut, ces deux messieurs, c'est que c'était des amateurs de musique. Et les solutions qu'ils trouvaient sur le marché à l'époque ne leur convenait pas. Entre autres, le principal écueil, donc on est en 1949, juste pour resituer les choses, c'était qu'il y avait peu de marques qui étaient disponibles qui prétendaient faire réellement de la hi-fi. Donc évidemment, quand vous regardez ces images-là, il y a certains appareils qui vont vous parler, qui sont iconiques, par exemple le MC275 MK6, que vous pouvez retrouver là sur le côté de la salle. Mais ça ne veut pas dire que Macintosh ne fait que ça, et surtout c'est pas le fait que Macintosh fasse des amplis à lampe qui a amené Macintosh au devant de la scène. Pas du tout. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le catalogue Macintosh, il y a des amplis à lampe, il y a des amplis à transistor, alors qu'on est 75 ans après la création de cette marque. Dans tous les cas, ce qu'on retrouve chez Macintosh à chaque fois, c'est une puissance de sortie énorme. Alors, je pèse mes mots, encore une fois, je mets aussi ça dans son contexte en 1949, mais aujourd'hui dans cette salle, par exemple, les blocs de puissance que j'ai derrière moi, à ma droite et à ma gauche, font chacun 1,25 kW, 1250 watts. Donc inutile de vous dire que dans une utilisation domestique, on n'ira jamais les taquiner au maximum. Par contre, l'intérêt, ça va être le contrôle. Et donc, du coup, j'en viens au deuxième point, qui est la distorsion extrêmement faible, voire inexistante. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous lisez les caractéristiques d'un Macintosh, quand on vous donne une puissance, c'est avec un taux de distorsion, pardon, qui est totalement inaudible. On n'entend pas que l'appareil distord parce que le taux de distorsion est extrêmement faible. Au contrario de beaucoup de nos petits camarades de bac à sable. Et bien entendu, tout cela est fabriqué
aux États-Unis, et réellement aux États-Unis. Il y a des choses pour lesquelles Macintosh est connu, et cette renommée, elle est liée à des phénomènes dans l'histoire. Entre autres, il y en a un, cette image va peut-être vous parler, okay, c'est Woodstock. Parce qu'en fait, au départ, Woodstock, ça devait être ça. Puis ça s'est transformé en ça. Le problème, c'est que au départ, ils avaient prévu cet ampli-là pour sonoriser tout le concert. Inutile de vous dire que ça posait quelques problèmes, parce que, vous voyez, là, les petites rambardes qu'on voit là, on les voit là, sur la photo, là. Donc, évidemment, personne n'aurait rien entendu. Et heureusement, Binghamton, qui est donc l'usine Macintosh, n'est, alors aujourd'hui, qu'à 2h30 de route de Woodstock. À l'époque, ça devait être un tout petit peu plus, évidemment. Mais comme vous pouvez le voir, ils ont été chercher quelques amplis Macintosh, qui étaient évidemment beaucoup plus puissants que celui qu'on voit là en haut. Et c'est ce qui a sauvé l'événement. Sinon, il n'y aurait tout simplement pas eu de Woodstock. Il y a eu d'autres, ils ont été aussi partenaires de d'autres évolutions technologiques, entre autres les systèmes de line array qu'on consacre à un instrument. Donc ça, c'est le Wall of Sound de mars 74. J'avais 2 ans. Hein. Là aussi, vous verrez, pour ceux qui sont le plus près, des amplis Macintosh de partout, et pour cause, il y en avait 48. D'accord? En fait, c'est pas vrai ce que je raconte. C'est juste pour faire du tease. En fait, il y en avait 24 sur scène, et les 24 autres étaient sur une scène qui était en train de se monter pour la date du surlendemain. Parce que monter un bazar comme ça, c'est juste un truc de dingue. Donc, il y avait ce qu'on appelle des roadies qui allaient assembler cette scène. Toutes les 2-3 dates, en fait, on tournait. Voilà, et donc Bob Ware, qui est un des fondateurs de Grateful Dead, est resté un fan de Macintosh depuis cette époque-là. Je vous ai parlé de la forte puissance, mais aussi ce qui est important, c'est pas de bruit. Et donc ça, ils y sont arrivés grâce au Unity Coupling. Alors je vais pas m'étendre là aussi sur le sujet, mais le principal problème qu'on a quand on crée un ampli et qu'on est à partir des années 50, c'était le problème de la distorsion. Cette courbe est tirée d'un magazine qui était tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires à l'époque, dans les années 70 à peu près. Et là, ce qui est montré, c'est un ampli Echo. Alors je peux en parler puisque la marque a disparu, donc personne ne va venir me faire un procès parce que je parle d'un concurrent en mal. C'est probablement une des rares fois où vous me verrez le faire. Mais le truc, c'est que cet ampli était annoncé pour 2 fois 15 watts. Puis alors déjà, quand on prend les mesures, on se rend compte qu'en fait, il y a marqué avec un seul canal de mesuré. Déjà, on commence à mettre un petit peu en retrait. Et puis quand on regarde à la puissance donnée par le constructeur, à 15 watts, on est avec 10% de distorsion. Alors si vous avez du mal à vous figurer ce que c'est que 10% de distorsion, vous remontez dans votre voiture, vous tournez le bouton de volume à fond, et là vous aurez une vague idée de ce que c'est que 10% de distorsion, parce qu'en plus, dans les radios modernes, on met un système qui limite le volume maximum pour éviter que ce soit complètement inaudible. Et enfin, donc, si on voulait faire tomber la distorsion, il fallait diviser la puissance par 2, et on était encore à 2% de distorsion dans le grave, donc c'est énorme. Et si on voulait avoir une distorsion qui soit identifiable, mais pas qui vous saute à la figure, il fallait tomber à 10% de la puissance de l'ampli. Je suis en train de vous parler d'un ampli de 15 watts. 10% de la puissance, ça fait 1,5 watts. Attention là, il faut faire attention avec des choses aussi puissantes, il faut faire très très attention. Donc Frank McIntosh a déposé un brevet sur un système qui permettait d'intégrer dans toute la chaîne d'amplification ce qu'on appelle la contre-réaction, et donc de corriger ce problème-là, ce qui donne lieu à ça. Et donc ça, c'est quoi? C'est un MC3500, c'est pas la photo qui est là, hein. Mais donc on a, pour 350 watts, on a un taux de distorsion donc de 0,03. Juste pour resituer, ici, on est à 10%, ici, on est à 0,1%, le 0,1%, il est là. D'accord? Donc, en fait, Macintosh a redéfini les standards de la haute fidélité. Donc, fait partie des acteurs qui ont défini qu'est-ce que c'est qu'un amplifi. Ok? Donc, le problème était résolu. Je vais rentrer dans quelque chose de très technique. Ne m'en veuillez pas, et je peux être encore plus technique. Je vous rassure, comme ça, je suis sûr que vous soyez tous morts à la fin de la soirée. Vous êtes tous déjà montés dans une voiture, vous avez tous mis l'autoradio, vous avez tous roulé sur l'autoroute. Ok. On va partir d'une hypothèse, vous coupez le système de régulation de volume de votre voiture.
vous roulez, vous mettez la musique, vous mettez un certain volume. Puis vous allez arriver dans les embouteillages en arrivant dans la grande agglomération de Lyon, n'est-ce pas? Ça arrive jamais, bien entendu, c'est purement hypothétique. Et donc là, vous allez vous arrêter, et là, votre voiture va couper son moteur. Quel va être votre premier geste? Bien vu. Pourtant, ce même niveau, il y a 5 minutes avant, il vous paraissait parfaitement légitime et vous permettait d'écouter dans des bonnes conditions votre musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre oreille est capable de faire abstraction d'un bruit simplement en jouant sur le volume. Est-ce que ça veut dire que vous n'allez pas perdre des détails? Est-ce que ça ne veut pas dire que vous n'allez pas perdre des micro-informations? Bien sûr que si. Essayez d'écouter un morceau de pianissimo dans votre voiture sur l'autoroute, vous allez voir que vous allez très vite abandonner parce que vous perdez la plupart du message. Ok? Et c'est pas vrai qu'en classique, hein. Vous mettez la bande originale de Tron qui est faite par les Daft Punk, pour faire plus électro que ça, je pense que ça devient compliqué, vous allez avoir exactement le même problème. Les 3/4 du message musical disparaissent dans le bruit. Donc le but du jeu, c'est de faire tomber le bruit. Pour ça, chez Mac, on s'y attaque évidemment en analogique, mais aussi dès le numérique. Pourquoi je vous parle du numérique? Parce que le sujet du jour, c'est ces deux appareils qui font DAC et streamer en même temps. Et donc l'idée a été de dire, bah voilà, le souci en numérique, c'est que qu'est-ce qui fait plus de bruit qu'une puce numérique? Je vous rassure, rien. Les puces numériques sont une catastrophe pour l'audio. D'accord? C'est pour ça que chez Mac, on sépare toujours la partie numérique de la partie analogique. Si vous prenez cet appareil-là qui est sur le côté, vous regarderez, vous verrez, il y a deux châssis en fait. Il y a un châssis qui est chromé, un châssis qui est noir. Dans le châssis noir, vous avez la partie analogique, dans la partie chromée, vous avez la partie numérique. Ok? Et donc, dans ces puces, on est parti d'une observation qui est de dire, dans cette puce, je vais avoir toujours le même niveau de bruit sur tous les canaux. Donc si je prends un DAC qui a 8 canaux d'incorporé, qui à l'origine était pensé pour le home cinéma, pour faire du 7.1, d'accord, et je lui dis, avec un logiciel approprié qui est mûrement réfléchi, je lui dis le fait de retourner les signaux les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va me permettre en fait d'annuler le bruit, puisque deux bruits qui sont identiques, quand d'un seul coup j'en retourne un par rapport à l'autre, je fais l'addition, moins, plus, égale, alors ça c'est dans la théorie, mais grâce à ça, on gagne 6 dB en le faisant une fois, et on gagne 12 dB en le faisant 4 fois. Ce qui permet d'un seul coup d'avoir des convertisseurs qui soient 24 bits ou 32 bits, où on n'a pas tous nos bits, ce qu'on appelle de poids faible, c'est-à-dire tout ce qui nous permet d'avoir du détail, en fait, ils ne sont pas noyés dans ce qu'on appelle le plancher de bruit. Ça va pour tout le monde? J'ai pas été trop technique? Je suis désolé si j'ai déjà foutu le mal au crâne à quelqu'un. Hein. Ok. Comme l'a dit Patrice tout à l'heure, le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter non pas toute la gamme Macintosh, hein, je crois qu'on a au moins 75 références au catalogue et je pense que j'en oublie, mais c'est de vous parler des deux nouveautés du moment. Donc il y en a un qui date déjà d'il y a quelques semaines, un autre qui apparaîtra la semaine prochaine. Donc le MSA 5500, c'est le bébé qui est ici. Donc ce bébé, en fait, c'est un préamplificateur, un amplificateur, un DAC et un streamer, tout ça mis dans une seule boîte. Et donc en utilisant toutes les technologies dont je viens de vous parler, qui visent à réduire le bruit, et donc à récupérer la pleine dynamique. Et d'ailleurs, il y a 2 secondes, on était dans cette pièce où vous êtes tous très nombreux, on écoutait de la musique sur des toutes petites enceintes qui sont faites pour être mises dans un bureau, ou dans une chambre à coucher, ou dans une chambre un peu confidentielle. Enfin, vous voyez, on est loin du contexte habituel de ces enceintes. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'on perdait des informations ? Je pose la question, non, c'était agréable à écouter, ça s'articulait, et ben c'est grâce à ça, c'est parce qu'en fait on exploite réellement toutes les possibilités de la partie analogique grâce à cette partie numérique qui est réellement totalement aboutie. Donc au niveau des fonctionnalités, on est AirPlay, on est Google Cast, on est Bluetooth, on est Spotify Connect, on est Tidal Connect, on est Roon, que ce soit en USB ou en réseau, et pour la partie Bluetooth, on est bien entendu compatible avec les derniers formats haute résolution ou low latency. Donc le low latency, c'est pour les gens qui veulent l'utiliser pour des jeux, d'accord ? Parce que c'est important que le cri de l'adversaire soit pas 2 secondes après qu'il vous ait flingué. Comment ça joue à des jeux brutaux ? Donc voilà, et ce qui est intéressant, c'est que, étant un appareil connecté, il y aura des évolutions logicielles, évidemment, il y en a déjà eu, totalement transparentes pour vous. Et donc, quand il y aura des futures plateformes Connect françaises bien connues qui se développeront, on aura la possibilité de faire évoluer cet appareil en cette direction. Bah, il y a une chose dont je n'ai pas parlé sur cette diapo, c'est le dernier petit logo que vous voyez là, qui est donc la prise HDMI, donc qui est une prise HDMI ARC. Ça va vous permettre d'avoir une utilisation un petit peu ambivalente de cet appareil, pour pouvoir le connecter sur votre télé,
et donc récupérer le son de votre télé, avec bien entendu le lip sync. Le lip sync, c'est le fait que les lèvres bougent en même temps que le son. Et donc ça va vous permettre de profiter des qualités d'amplification et de vos enceintes sur votre téléviseur. Je ne parle pas de home cinéma. Et la grande qualité de cette entrée HDMI, c'est que même si un élément technique qui s'appelle l'EDID ne fonctionne pas correctement avec la télé, ce qui n'arrive bien entendu jamais, je l'ai bien vendu là? C'est bon? Vous l'avez? Ok. Cet appareil est capable de faire le downgrade de multiples canaux à 2 canaux. Ok. Voilà. Quand on l'utilise avec des petites enceintes dans une grande pièce comme celle-ci, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, le MSA 5500 a une prise dédiée pour ajouter un subwoofer. Donc c'est vraiment un appareil extrêmement versatile et qui est capable de rendre beaucoup de services. Le DS200. Ce coup-ci, c'est un 3 en 1. C'est un préamplificateur, un DAC et un streamer. Bien entendu, on n'est pas obligé d'utiliser la partie préamplificatrice, mais je vais vous en parler quand même parce qu'elle est très originale et elle est de haut vol. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de rentrer en concurrence avec l'ensemble ampli-préampli qui est présent ici aujourd'hui. C'est pas le but, d'ailleurs, je l'utilise, sinon il ne serait pas là. Mais par contre, ça peut faire une bonne étape pour moderniser sa chaîne. Par exemple, si on a un très vieux préampli qui est au bout du rouleau et qu'on veut continuer d'utiliser son bloc de puissance, on peut tout à fait envisager de l'utiliser comme préampli. La particularité, c'est que déjà en tant que platine, en tant que streamer, on peut régler le niveau de sortie pour aller s'adapter au mieux avec son préamplificateur, éviter les distorsions par phénomène d'écrêtage des étages d'entrée d'un préamplificateur, mais en plus, quand on attaque un bloc de puissance, on peut régler le niveau de sortie, donc s'adapter à la sensibilité d'entrée de votre bloc de puissance, depuis 1 volt, ce qui est le standard minimum, jusqu'à 9 volts, où on n'est pas très loin du niveau des standards de la sonorisation professionnelle. Donc on couvre en termes de besoins d'attaque, on est à l'abri. On est à l'abri. Donc ça c'est pour la partie préamplificateur. Pour la partie DAC, en fait on est en présence du même type de DAC sur le papier que celui dont je parlais pour le MSA 5500, ou encore des cartes DA2 qui sont intégrées aujourd'hui dans les produits Mac, comme le 8950, il y a le DA2 dedans, le 9500, il y a le DA2 dedans, bref, dans beaucoup d'appareils de chez Macintosh. La particularité, c'est que là, c'est nos limites. C'est-à-dire qu'on n'est pas en présence d'un intégré où il faut qu'on arrive à faire des compromis. Là, les ingénieurs, on leur a dit, allez-y les gars, faites-vous plaisir. Donc on se retrouve avec une carte DAC de haut vol, où en plus, on a une alimentation par section. Donc il s'en ressort un détachement de chaque micro-information dans chaque élément du registre audible, de manière extrêmement impressionnante. J'ai toujours une anecdote que je raconte. Moi, ma formation de base, c'est technicien. Donc j'ai un travers. Je suis voyeur. À chaque fois que je reçois un appareil neuf chez moi pour le tester, pour le préparer pour la presse, la première chose que je fais, c'est je l'ouvre. Et là, dans le DS200, je suis tombé sur un truc complètement fou. Et ça donne juste le ton de la manière dont cet appareil a été fait. Vous avez la prise d'alimentation qui évidemment est à l'arrière. On voit rarement les prises d'alimentation à l'avant d'un appareil, ok? Sauf que l'alimentation, le vrai bloc d'alimentation, il est sur l'avant, puisque le but du jeu, c'est que le trajet du signal soit le plus court possible. Donc toutes les cartes de sortie sont à l'arrière de l'appareil. Donc il faut trimballer le secteur à l'intérieur de l'appareil, de l'arrière vers l'avant. Ben, j'ai eu la surprise de tomber sur la prise en base de secteur, d'accord, avec les fils qui partent pour aller à l'alimentation, qui sont pris dans une gaine de tissu ciré, montés sur pilotis pour être le plus loin possible du fond de panier. Le fond de panier, c'est le fond du boîtier, la base, vous voyez. Est-ce que quelqu'un va voir un jour ça? Non, en dehors de moi, personne. Mais ça a été fait, parce que c'est le souci du détail dans la construction de l'appareil. Et ça, c'est complètement unique. D'accord? Et tout ça, tout ce que je viens de vous dire là comme petit détail, ça a été appliqué à toutes les étapes de fabrication et de conception de cet appareil, y compris donc sur la partie conversion. Donc on retrouve 2 entrées coax, 2 entrées optiques, une entrée AES-EBU, une entrée MCT, donc c'est le format propriétaire pour les SACD de chez Macintosh, et une entrée USB, en plus bien entendu de la prise HDMI dont j'ai parlé tout à l'heure pour le MSA, sur la même idée, le même principe. Mais là aussi, on a été dans des extrêmes pas possibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce convertisseur qui est intégré dans cet appareil-là surclasse d'autres DAC qui existent chez Mac. Pour la partie streaming, on retrouve exactement sur le papier la même chose que dans le MSA. Voilà. Allez, juste une petite parenthèse marrante.
Ça, c'est un appareil qui a été construit dans les années 60. Et ça, c'était en 2018 sur eBay. L'appareil, au départ, valait 198 $. Il s'est vendu 1850 $. Dans le même genre, il y avait un MC225. Donc on est en 2018. Hein. Ça s'est vendu 1675 $. Ça valait 198 $ dans les années 60. Sachant que ça, je vous mets au défi d'en trouver un en dessous de 4000 € aujourd'hui. C'est ça. Et pour parler de quelque chose de plus local et de plus contemporain, on est donc en janvier 2025. J'ai un petit frère qui a été voir un de ses copains qui est antiquaire à Lyon. Et là, il m'appelle, il me dit « Ah, regarde ce que j'ai trouvé !» Et donc, il m'envoie la photo. Et donc, ça, c'est à vendre 6500 € avec la poussière. Et donc, ces deux appareils, eh ben, en fait, début des années 80, ça valait 2000 $ l'ensemble. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, on est à 3 fois le prix. Autrement dit, bah, si on fait inflation constante, on est quasiment au prix du neuf. Voilà. Donc quand vous investissez dans du Macintosh, c'est un investissement, ce n'est pas à fond perdu. Alors après, chez Mac, on me demande toujours, oui, mais vous faites quoi? Bah, on fait du transistor, de la lampe, des préamplificateurs à tube, à transistor, des amplificateurs à tube, à transistor, des amplificateurs et des préamplificateurs qui ont du tube et du transistor. On a des intégrés qui ont un préamplificateur à tube et l'amplification qui est à transistor. On a des trucs dans tous les sens. Ok? Donc Mac ne fait évidemment pas que des amplis, hein. On vient de parler de DAC, de streamer, on fait des amplis à lampe, pour casque, il y en a un qui est ici, on fait des systèmes de correction de pièces, il y en a un qui est ici, on fait des conditionneurs secteurs, on fait des enceintes connectées, on fait des processeurs home cinéma, des amplis intégrés home cinéma, des lecteurs de CD qui sont aussi SACD, bref, on fait plein de choses, on fait même des câbles et des interconnects. On fait plein de choses. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à Lionel Palol pour cette belle présentation. Merci aussi à Patrice Muller de eFeeling de nous avoir partagé ce bel événement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche aussi. Voilà, merci beaucoup pour les bons retours que j'ai eus des vidéos précédentes. C'est très touchant et encourageant. Donc je vous dis à très vite. Merci pour tout. Au revoir.